Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici dans cet amphithéâtre du Conseil économique et social pour ce débat qui va être consacré à la question de la politique migratoire en Europe pour les prochaines années, dépasser les idées préconçues. Alors c'est vraiment l'objectif là, de notre table ronde avec nos intervenants. On a eu un sujet très sensible politiquement à la fin de l'année dernière, là, fin 2023. Nous, on va regarder quels sont les effets réels de la présence des immigrés dans l'économie des pays qui les accueillent, France, et puis on va regarder un peu ce qui se passe chez nos voisins européens, avec voilà, cet objectif de sortir des idées reçues, de remettre du factuel, des travaux d'économistes sur ce sujet. Et on a 4 personnes que je vous présenterai au fur et à mesure des débats, parce que souvent on les présente au début et puis on oublie un peu qui ils sont. Voilà, ce que je vous signale, c'est que vous pouvez poser des questions. Alors, ceux qui sont dans la salle, vous pourrez les poser en direct à la fin. Sinon, vous pouvez aussi les poser en ligne. Alors, c'est le hashtag Printemps de l'écho, tout attaché en un seul mot et sans accent à écho. Et puis, je signale qu'il y a certains groupes qui se sont constitués pour visionner les échanges en ligne. Alors, je mentionne l'Université de Guyane. Il y a un groupe de France Terre d'Asile, un groupe de l'Institution Notre-Dame à Nice, un autre du Secours catholique, et puis un groupe du lycée Jules Siegfried. Voilà, on vous salue, vous êtes en ligne. Merci, vous vous êtes constitués pour suivre les débats à distance. Alors, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole aux intervenants. Peut-être d'abord pour bien planter le décor, savoir de quoi on parle. Et donc, quelle est la photo de l'immigration? Et pour ça, je m'adresse à vous, Jérôme Valette. Vous êtes économiste au CPI. C'est le Centre d'études et de prospective internationale. Et il me manque un I. Donc, information. Voilà, d'information internationale. Et vous êtes directeur du département Dynamics à l'Institut Convergence Migration. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est qu'un immigré déjà, au sens de la définition, au sens strict du terme? Et puis, voilà, quelle est la part de la population qui est immigrée en France? Comment ça se situe? Comment on se situe par rapport à d'autres pays européens? Et pour quels motifs ces personnes sont venues sur le territoire français? Très bien, merci beaucoup pour votre question. Alors, si on prend la définition qui est celle de l'INSEE, la définition statistique qui nous permet de compter le nombre d'immigrés en France, en général, on retient comme immigré donc quelqu'un qui réside sur le territoire national, sur le territoire français, et qui est né étrangère à l'étranger, de nationalité étrangère à l'étranger. Donc il y a 7 millions de personnes qui répondent de cette définition en France, donc ça fait sur un pays de 68 millions d'habitants, ça fait environ 10%. Alors est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Comme vous l'avez dit, pour ça il faut regarder ailleurs, il faut regarder nos voisins. Et pour ça, donc, on change un peu la définition parce que tous les pays ont des définitions différentes, et on prend une définition encore plus simple qui est celle du pays de naissance. C'est-à-dire que vous êtes considéré au sens de la définition qui est internationale des Nations Unies, comme immigré si vous vivez dans un pays dans lequel vous n'êtes pas né, tout simplement. Donc en France, ça fait passer le chiffre de 7 millions à 8,5 millions, donc 12-13% de la population française totale. Et si on regarde dans nos pays, dans des pays qui nous semblent similaires, donc des pays développés de l'OCDE, qui sont plutôt des pays receveurs de migrants, on a 30% d'immigrés en Suisse ou en Australie, 20% au Canada, 16% pour notre voisin allemand avec lequel on aime se comparer en général, 14% aux États-Unis ou encore en Espagne, etc. Donc en fait, la France se situe, lorsqu'on regarde les chiffres sur l'immigration, dans la moyenne des pays receveurs de migrants, dans la moyenne des pays de l'OCDE, avec 13% de la population qui vit en France qui n'est pas née en France. On est plutôt un petit peu en dessous, non? Quand on vous écoute, les chiffres Alors, on est un peu en dessous, on est dans la moyenne. Il y a des pays qui sont en dessous de nous, l'Italie, le Danemark, il y en a beaucoup d'autres. Hein, il y a une cinquantaine de pays dans l'OCDE. Et la raison pour laquelle les immigrés viennent en France, et c'était la deuxième partie de votre question, pour ça, le plus simple, c'est de regarder les entrées sur le territoire et les titres de séjour, notamment, qui sont accordés. Alors, je n'ai pas les chiffres de 2023 en tête, mais pour ceux de 2022, il y avait environ 320 000 personnes qui sont rentrées sur le territoire national. Vous en avez environ 30% qui sont des étudiants, donc ils sont venus pour étudier, 30% qui viennent pour motif familial, pour faire simple, en caricaturant un peu ce qu'on appelle le regroupement familial, mais pas que. Et puis vous avez 20% qui sont de la migration qu'on dit économique, donc de l'immigration pour du travail, pour venir travailler. Et puis le reste, c'est des migrations qu'on dit humanitaires, donc principalement des réfugiés. Et là encore, vous avez 20%, 50 000 personnes environ qui sont entrées sous ce titre-là.
Merci beaucoup. Alors, je vous présente Kenza Okancé. Alors, vous êtes conseiller ici, au Conseil économique, social et environnemental, et vous avez été rapporteur en novembre dernier d'un avis qui s'appelait « Migration et Union européenne vers une nouvelle vision des politiques migratoires ». Et au CESE, vous êtes dans le groupe des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse. Est-ce que, à ce titre-là, peut-être vous pouvez nous parler un peu plus de la population étudiante immigrée ? Bien sûr, avec plaisir. Et juste pour redire dans ce cadre-là, c'est en fait tous les travaux qu'on a voulu mener au CESE, alors sur l'angle européen, vu qu'il y avait le pacte sur l'asile et la migration qui était en cours de négociation, de vraiment vouloir repartir des faits et en fait de se dire de quoi on parle quand on parle de migration. Et ici, il y a un point très important sur la migration estudiantine. En effet, ça a été dit, en tout cas pour l'année 2022, les titres de séjour qui ont été le plus délivrés sont les titres de séjour étudiants. Pour la première fois, ça a dépassé les titres de séjour, enfin par exemple tout ce qui est regroupement familial pour aller vite, tout ce qui est aussi titre de travail. Et donc, en fait, on a accueilli environ 108 000 étudiants en 2022 en France, en 2023, et après, là, c'est une des arrivées par année. Et pour être plus précis, par exemple, en 2023, sur environ 3 millions d'étudiants en France, 400 000 sont des étudiants étrangers. La France est le 6e pays d'accueil des étudiants étrangers au niveau mondial. L'Union européenne est la première zone géographique devant l'Amérique du Nord d'accueil des étudiants étrangers. Et donc en fait, c'est vrai que c'est un point extrêmement important quand on parle de migration, de bien comprendre de quoi on parle. Ici, en France, on a énormément d'étudiants. Ça fait partie d'une politique qui a été pendant longtemps soutenue, en tout cas d'ouverture sur l'international. On a pu voir d'autres débats qui sont menés en France, y compris sur la manière dont on devait accueillir et tout ce qui devait être fait sur les étudiants internationaux. Mais en tout cas, l'importance aussi de ce point-là, mais je pense qu'on reviendra plus tard dessus, c'est aussi l'impact. En fait, on ne peut pas juste penser non plus la migration estudiantine comme il y a des étudiants qui vont venir pendant un semestre, 1 an, 2 ans, une licence, un master. En France, ça va avoir un impact sur tout le reste de la société, sur le volet économique, aussi parce que, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais de nombreux titres de séjour, de travail qui sont donnés à des gens qui ont fait une partie de leurs études en France. Donc en fait, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, c'est se dire que même si on est sur des chiffres d'étudiants, ça peut avoir un impact sur le volet migratoire de manière bien plus générale au niveau économique et social en France et en Europe. Alors on y reviendra effectivement un peu plus tard, mais peut-être pour continuer la photo, parler de cette fameuse loi là, dont je vous ai parlé, pour se redire, parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements entre la rédaction initiale et puis la version finale, connaître un peu plus le texte, ou en tout cas les grandes dispositions. Et je me tourne vers vous, donc Delphine Rouillot, directrice générale de France Terre d'Asile, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu cette loi et ses grandes caractéristiques ? Bonjour à tous. Alors c'est un peu une gageure en 3 minutes parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de dispositions. Je dirais 2 choses. Je dirais d'abord qu'effectivement le débat public autour de la loi immigration a quasiment porté exclusivement sur des mesures qui au final ne sont pas dans la loi. Donc il faut déjà mettre de côté tout ce dont vous avez entendu parler, les débats autour des prestations sociales, les débats autour de la suppression de l'aide médicale d'État, même si on sait que le gouvernement envisage d'y revenir d'une manière ou d'une autre, les débats sur l'interdiction de l'hébergement d'urgence, sur la fin, toute une série de dispositions qui ont sauté en fait et qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Et donc, résultat, ça a donné un texte que peu de gens connaissent. Et c'est là où ça peut être intéressant, effectivement, de le décrire. C'est que cette loi s'appelle « Loi pour mieux contrôler l'immigration et améliorer l'intégration ». En réalité, elle contient toute une série de mesures que je ne décrirai pas pour ne pas endormir tout le monde, mais sur des évolutions de procédures de la demande d'asile qui visent en fait à accélérer les procédures, que nous, France Terre d'Asile, qui est une ONG en fait, d'accompagnement et de défense des droits des demandeurs d'asile et des réfugiés, on estime inquiétant parce qu'ils vont sans doute, ils pourraient conduire à diminuer les droits des personnes en accélérant toute une série de process sans pour autant s'assurer que les demandeurs d'asile, qui sont des gens qui viennent en France pour chercher protection, c'est comme ça qu'il faut rappeler, ne seront pas forcément respectés. Je pense par exemple à ce qu'on appelle la fin de la collégialité à la Cour nationale du droit d'asile. Alors ça peut paraître un peu jargonnant, mais c'est en fait l'idée que la Cour nationale du droit d'asile, c'est la cour d'appel pour les gens qui demandent l'asile, qui ne l'obtiennent pas en première instance et qui essayent de l'obtenir ensuite. Auparavant, le Haut Commissariat aux réfugiés, donc l'organe des Nations Unies
qui traitent de ces questions de protection internationale étaient embarqués, présents dans les audiences de la CNDA. Elle ne le sera plus que marginalement demain. Voilà, donc ça c'est un exemple. Je vous donnerai un deuxième exemple parce qu'on va parler beaucoup de politique d'intégration, en fait, c'est ce que je comprends aujourd'hui. La loi donc, se dit prétend présenter des mesures qui permettent d'améliorer l'intégration. Nous, on a un regard sans doute un peu plus critique par rapport à ça. Il y a dans la loi une disposition qui a fait beaucoup de bruit, qui porte sur la possibilité de régulariser des personnes qui sont sans droit de séjour, des travailleurs sans papier, comme on dit, quand ils travaillent dans des métiers en tension. C'est une disposition qui prévoit en fait ce qu'on appelle une admission exceptionnelle au séjour, c'est-à-dire la possibilité pour les autorités préfectorales de décider de manière discrétionnaire en fait d'accorder un titre de séjour pour des gens qui travaillent qui sont en France depuis plus de 3 ans et qui ont plus de 12 fiches de paye dans les 24 derniers mois, etc. etc. Bon, c'est la petite mesure qui va peut-être permettre d'accorder un peu de droit au séjour, mais dans l'ensemble, le reste des mesures sont pour nous essentiellement des mesures restrictives. Je vous en donne une dernière et puis je m'arrête là pour ne pas être trop longue. Mais dans la loi qui a été votée, il y a des dispositions qui portent sur les possibilités de renouvellement de titres de séjour. On en parlera peut-être, mais un des sujets pour que l'intégration se passe bien, c'est d'éviter les ruptures de parcours pour les personnes étrangères quand elles arrivent ou tout au long de leurs premières années sur le territoire. Or, il y a des dispositions dans la nouvelle loi qui prévoient l'impossibilité d'obtenir un titre de séjour pluriannuel tant qu'on ne maîtrise pas un certain niveau de français, ce qu'on appelle un niveau de français A2, et cette impossibilité qui va conduire les gens à devoir renouveler tous les ans leur demande de titre de séjour, elle est couplée avec une interdiction de demander plus de 3 fois le même titre. Et donc quelqu'un qui ne parlerait pas français, qui au bout de 3 ans ne parviendrait pas à maîtriser suffisamment le niveau de français, pourrait se retrouver dans une espèce d'impasse administrative et donc sans droit, puisqu'il n'aurait plus de possibilité d'avoir un titre annuel et pas encore de titre pluriannuel. Voilà. Merci beaucoup. Vous faites un peu ma transition, parce qu'on va parler des immigrés du marché du travail, mais on ne vous a pas encore entendu. Ekram Bouktan, peut-être que vous voulez réagir à ce qui a déjà été dit. Alors, rapidement, vous êtes chercheuse affiliée à l'École d'économie de Paris, PSE en anglais. Voilà, est-ce que vous voulez réagir à... Oui, rapidement, peut-être 2 mots. La première, effectivement, je vais rebondir sur ce qu'a dit Kenza. Ça veut dire qu'effectivement, on accueille de plus en plus d'étudiants... Donc on accueille effectivement de plus en plus des étudiants internationaux parce que simplement, effectivement, on est dans un contexte de mondialisation et en mondialisation, il y a plus de mobilité de personnes. Et parmi les personnes qui sont les plus mobiles, il y a les étudiants internationaux, il y a aussi les travailleurs. Et donc c'est un facteur qui explique effectivement la dynamique à la hausse de l'immigration qu'on observe en France, comme l'a souligné Jérôme, et aussi qu'on observe dans tous les pays. Et donc la principale composante qui explique l'augmentation de l'immigration en France sur les 10 dernières années, c'est effectivement la dynamique des étudiants. Et lorsqu'on regarde effectivement les parcours des étudiants internationaux, on remarque effectivement de plus en plus d'étudiants restent pour travailler et de plus en plus effectivement intègrent le marché du travail pour des postes qui sont plutôt plus qualifiés. Et donc oui, c'est important pour l'économie d'avoir des étudiants internationaux, non seulement parce que c'est aussi la visibilité de la France à l'international, mais aussi parce qu'on est dans une économie qui a de plus en plus besoin de personnes pour les postes qualifiés et qu'on est une économie vieillissante, et on va revenir sur ce sujet plus tard. Et donc, on a besoin effectivement d'avoir des étudiants, et tant mieux d'avoir des étudiants internationaux qui ont fait leur formation en France, parce que ça évite d'avoir un questionnement, comme peut-être va l'aborder Jérôme dans la partie travail, la questionnement sur la reconnaissance des diplômes et la reconnaissance des qualifications pour le marché du travail français ou pour le marché du travail européen. Peut-être un petit mot sur ce qu'a dit Delphine aussi sur les questions de précarisation des titres de séjour et parcours d'intégration. Effectivement, c'est très difficile d'avoir un parcours d'intégration sur le marché du travail qui se fasse dans la continuité. Dès lors que vous avez effectivement un titre de séjour précaire où vous ne pouvez pas vous-même vous projeter. Là, on est du côté de la personne qui est détentrice du titre. Imaginez aussi être du côté de l'employeur potentiel. Comment vous voulez qu'un employeur potentiel se projette, forme, suit le parcours d'intégration d'un travailleur alors qu'il n'est même pas dans la certitude que la personne va avoir le renouvellement de son titre de séjour dans les temps. Et donc effectivement, c'est un peu malheureux, mais effectivement, on rajoute une précarisation des titres de séjour à une époque où les préfectures sont surchargées et où même les étudiants internationaux
nos étudiants internationaux ont du mal à renouveler leur titre de séjour pour être en stage. Merci beaucoup. Alors, j'ai omis de poser une question, mais on y reviendra. On va continuer donc sur le marché du travail. Et je vous envoie trois questions, Jérôme Valette. Et puis, si vous pouvez aussi parler, mais je vous le demanderai à tous les quatre, de la perception des migrations en France. Le marché du travail, c'est un des lieux où la perception s'exerce. Donc voilà, on va y revenir dans ce chapitre-là. La photo, toujours, dans quel secteur est-ce que les personnes immigrées travaillent? Est-ce qu'il y a des secteurs de prédilection ou pas? Et puis, il y a deux idées reçues, encore une fois, à déconstruire ou pas. Est-ce que les immigrés font une concurrence aux Français qui donc ne correspondent pas, voilà, qui sont aux Français sur le marché du travail? Est-ce que finalement ils prennent les emplois que des Français pourraient occuper? Et puis, est-ce qu'il y a finalement, ça tire les salaires vers le bas, cette présence des immigrés? Oui, alors effectivement, vous avez raison, ça fait partie des inquiétudes qui sont souvent mises en avant lorsqu'on parle d'immigration. Je regardais en préparant cette table ronde un sondage de l'IFOP qui avait été fait récemment, donc en 2023, et qui montrait que 71% des gens, effectivement, adhèrent à cette idée que l'immigration tire les salaires vers le bas. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Les économistes ont énormément travaillé dessus. Je dirais que dans la littérature qui s'intéresse aux effets de l'immigration sur l'économie, c'est probablement le sujet qui a été le plus traité. Et ce que les résultats montrent, c'est que... Alors, il y a deux résultats qui ne sont pas du tout contradictoires, mais qu'il faut prendre en deux temps. Le premier, c'est que oui, l'arrivée à un moment donné, à très court terme, d'immigrés peut entraîner pour certaines catégories de travailleurs qui sont directement en concurrence avec ces personnes-là, qui ont les mêmes qualifications, pour le dire plus simplement, peut entraîner des baisses de salaire qui sont relativement modestes. On estime que pour une même compétence et un même niveau d'expérience, une augmentation de 10% de la taille de la population des immigrés, ce sont des réductions de salaire de l'ordre de 3 à 4%. Donc ce n'est pas des effets énormes, mais c'est des effets qui ne sont pas négligeables non plus. Mais il faut mettre en regard de ces effets de court terme un effet de plus long terme, qui est que les marchés du travail dans les pays receveurs de migrants et dans les pays industrialisés comme la France absorbent extrêmement bien ces chocs de population. Et donc ces effets de court terme qu'on peut observer de manière très de court terme sur quelques années pour certaines catégories de travailleurs qui seraient directement en concurrence avec les immigrés, on les voit disparaître dans le temps. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'impact de l'immigration sur le marché du travail, on ne peut pas uniquement le regarder à travers la concurrence que pourraient exercer les immigrés sur certains emplois avec les natifs. Il faut regarder l'impact de l'immigration dans son ensemble. Et à la fois, les immigrés qui vont arriver, effectivement, sont des travailleurs, mais ce sont aussi des consommateurs qui vont stimuler la demande, qui vont apporter de nouvelles compétences pour certains, et donc qui vont stimuler l'économie. Et quand on prend tous ces effets en compte, on se rend compte en fait que l'impact de l'immigration sur le marché du travail, en fait, à long terme, et une fois que cette absorption elle s'est faite, il est assez négligeable. Il est assez faible. On reviendra un peu sur l'effet global. Delphine Rouillot, peut-être pour parler de cette question des perceptions des migrations de la part des Français. Il y a énormément de perceptions erronées ou qui viennent, comme le disait Jérôme à l'instant, de représentations qui sont soit un peu court-termistes, soit très largement aussi nourries par des formes de représentation médiatique. Je vous donne un exemple, c'est que dans la tête de nos concitoyens, le migrant, c'est le jeune homme vivant sous une tente dans les rues de Paris. C'est ça l'image qu'on en a, ou c'est les images absolument dramatiques des gens qui débarquent en bateau à Lampedusa. Enfin voilà, c'est ça qui nourrit la représentation du migrant, de l'accueil désorganisé, et donc quelque part, et pardonnez-moi d'employer ces mots-là, mais de cette représentation du grand dérangement, quoi, de ce que l'immigration dérange. Or, en réalité, les migrations, elles sont tout autant féminines que masculines. Il est absolument frappant de voir le niveau moyen de diplôme des personnes immigrées qui est bien supérieur à ce qu'on peut imaginer. On a une perception de l'immigration qui, en fait, est, à mon sens, davantage le reflet des peurs de la société française que de la réalité de ce qu'elle est pour de vrai. Et puis après, il y a des dimensions très historiques à aller regarder. Il y a des immigrations dans les années 60-70 qui étaient des immigrations de travail, qui a beaucoup changé. Il y a eu une immigration qui a été beaucoup plus largement liée à des enjeux politiques ou géopolitiques. Aujourd'hui, l'immigration, elle est très largement liée à la fois des conflits géopolitiques dramatiques
et aussi à des crises économiques majeures. Quand on voit que, quand on regarde les statistiques d'arrivée des personnes à Lampedusa, donc les gens qui débarquent de ces fameux bateaux, donc les gens qui traversent, en fait, l'Italie publie des statistiques quotidiennes qui sont absolument passionnantes à analyser. Les Tunisiens sont parmi les premières nationalités d'arrivée. Or, la Tunisie n'est pas un pays en guerre, mais la Tunisie connaît une crise démocratique et économique majeure. Donc, voilà, il y a des problèmes de représentation, et notre travail à nous, les ONG, c'est de jouer sur ces représentations et de raconter la réalité des parcours migratoires, la réalité, effectivement, des difficultés que les personnes peuvent rencontrer aussi, ici, mais aussi la réalité des parcours incroyables. Je donne un dernier exemple, c'est la question des mineurs non accompagnés. Tout le monde... Il y a dans la perception de beaucoup de Français cette espèce de représentation du MNA comme un jeune délinquant qui ment sur son âge nécessairement, etc. Or, en réalité, nous qui accompagnons beaucoup de ces jeunes dans des centres d'hébergement de l'aide sociale à l'enfance de plein de départements, on voit des gamins qui sont hyper demandeurs, très très assidus scolairement. On a encore eu la semaine dernière un jeune qui a été 3e au concours de meilleur apprenti de France de sa région. C'est ces histoires-là que personne ne raconte, alors qu'en réalité, c'est ces histoires-là qui, je pense, feraient le plus de bien à l'état de l'opinion politique française. Merci beaucoup. Alors sur ce sujet-là de la perception, je vais vous donner la parole, Kenza Okonsé, peut-être pour redire de manière, pour souligner ce que vous avez dit l'un et l'autre sur le fait qu'on trouve les immigrés dans toutes les qualifications en fait possibles. Et on a une image souvent d'une personne peu qualifiée, et on le voit bien dans nos hôpitaux, hein, notamment. Voilà, beaucoup de personnes immigrées qui ont de hauts niveaux de diplôme. Voilà, je vous laisse la parole. Absolument. Donc, je ne vais pas répéter parce que c'est exactement ça. Mais, et de manière plus générale sur la perception, il y a des chiffres intéressants, juste là qui sont très frappants. Au niveau de l'Union européenne, la part des immigrés hors Union européenne habitant sur le sol européen est d'environ 7%. Quand on demande aux Européens combien ils pensent qu'il y a des personnes immigrées hors UE sur le sol européen, ils répondent plus de 16%. On a le même souci en France, hein, c'est du simple au double. On est autour de 9%, suivant les définitions, on est autour de 9%. Quand on demande aux Français, ils répondent qu'il y a 18% d'immigrés sur le sol français. C'est-à-dire il y a un écart de perception énorme entre ce dont on parle et la réalité des faits. Ça peut s'expliquer de plein de manières, le récit médiatique, le traitement médiatique, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle en effet, parce qu'on a ces visions-là. Je me permets aussi de le dire, parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, je pense, là c'est très personnel, mais en fait, quand on demande la part d'immigrés en France, c'est aussi la question jusqu'à quand on reste un immigré. Quand on est descendant d'immigrés, on est né en France, on est devenu français, mais pour autant, est-ce que les gens considèrent qu'on est français quand on parle d'apparence et quand on parle d'appartenance au pays? En fait, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser sur le côté de perception. Et pour finir, je mets un peu les pieds dans le plat aussi directement. On a vu une étude très intéressante en France sur la présence de personnes immigrées dans les différents territoires et le vote extrême droite. On va en parler. Mais en fait, vous prenez la carte, là où il y a le moins d'immigrés, c'est bien simple, c'est là qu'il y a le plus de votes d'extrême droite. Là où il y a une forte présence d'immigrés, c'est là qu'il y en a le moins, à part sur un territoire, je me permets de le dire d'autant plus facilement que c'est chez moi, dans les Alpes-Maritimes. Donc là, c'est le seul endroit qui est à part où, en effet, il y a une forte présence d'immigrés et un gros vote extrême droite. Mais donc, en fait, on voit bien que ce problème de perception de ce qu'est la migration, de qui sont les personnes migrantes qui vivent sur notre territoire, il y a un décalage énorme et il faut le traiter sur beaucoup d'aspects différents. Merci beaucoup. Alors, je voudrais vous écouter, Ekram Boubtane, sur ce que Jérôme Valette a commencé à évoquer, c'est-à-dire si on fait un bilan économique global. Jérôme Valette commençait à dire, effectivement, une personne immigrée, c'est un travailleur, un consommateur, un contribuable, un bénéficiaire de prestations sociales. Comment est-ce qu'on... alors, ça peut paraître un peu peut-être matérialiste ou cynique, mais c'est intéressant, encore une fois, de regarder les chiffres. Comment on fait des additions et des soustractions sur tous ces postes-là, et puis voilà, l'impact sur l'activité économique. Et je pensais aussi à la politique d'aide au développement. Finalement, ce sont des personnes aussi qui envoient de l'argent dans leur pays d'origine. Alors c'est un vaste sujet. Surtout c'est... Vous avez 4 minutes. auquel j'ai consacré une thèse, une habilitation à diriger la recherche, et j'estime en fait 15 ans après que j'ai toujours pas complètement répondu à la question. Mais bon. Je vais essayer de faire court. Donc,
lorsqu'on regarde l'économie dans son ensemble, je ne partage pas tout à fait cette approche, la question coût-bénéfice. On parle de personnes, comme tout et chacun, et donc on est plutôt des agents économiques, des acteurs dans l'économie. Et lorsqu'on est acteur dans l'économie, finalement, on a une trajectoire. On commence par être dépendant de nos parents et d'un système de protection sociale, donc on est jeune, et qu'en grandit, on devient actif, on commence à travailler, à cotiser, à contribuer à ce système social. Il se peut qu'on ait des accidents de vie, qu'on se retrouve au chômage ou qu'on s'arrête de travailler. Et on a la chance en Europe, et on a particulièrement la chance en France, d'avoir effectivement une protection sociale. Et lorsqu'on vieillit, on profite aussi un petit peu de ce système de protection sociale. Désolée pour cette simplification, mais c'est un petit peu cela aussi la question migratoire. Ça veut dire qu'on a des personnes qui arrivent. Certaines intègrent tout de suite le marché du travail. D'autres prennent un peu plus de temps. Les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui ont eu effectivement des parcours migratoires beaucoup plus compliqués et qu'eux vont peut-être prendre un peu plus de temps pour intégrer le marché du travail. On va avoir effectivement des étudiants internationaux que, passant des études, ils vont passer directement sur le marché du travail. Donc on a effectivement des trajectoires qui sont autant différentes que des personnes immigrées qui arrivent. Mais et au fur du temps, il y a certains effectivement qui vont avoir des parcours accidentés. Généralement, les personnes qui sont un petit peu diplômées, qui vont occuper les emplois moins qualifiés, dans lesquels effectivement c'est peut-être pas lié au fait qu'ils soient immigrés, c'est simplement lié aussi à la spécificité de ces emplois. Et donc on va avoir tous ces trajectoires-là. Alors comment on fait le tri en économie et comment on arrive effectivement à faire une connaissance et comment on arrive à analyser tout cela? Donc comme l'a expliqué Jérôme, donc il va y avoir ces études qui vont analyser le marché du travail et qui vont regarder effectivement si on va avoir globalement un effet plutôt positif sur l'emploi global d'une économie ou un effet négatif. Ce que convergent les études dans leur ensemble, c'est plutôt on a un effet positif sur l'emploi. Les personnes immigrées qui arrivent sont principalement en âge de travailler. On est dans des pays où la structure par âge est moins jeune, ça ne vous a pas échappé. Et donc, effectivement, on a une force de travail supplémentaire qui arrive sur le marché du travail, un marché de travail qui a besoin de travailleurs. Et donc, le premier canal avec lequel on arrive à capturer cet effet positif sur l'économie, c'est effectivement ce canal de l'emploi. Rapidement sur la question des finances publiques qui est assez obsédante dans le débat public, parce qu'effectivement on a cette image déformée des immigrés où on considère que l'immigré moyen ou représentatif, c'est cette personne-là qui a besoin d'aide à un instant T. Globalement, lorsqu'on prend les immigrés dans leur ensemble, ce qu'on démontre, c'est qu'on va avoir effectivement plutôt un effet positif sur les finances publiques lorsqu'on prend en considération aussi l'effet qui est positif sur l'économie dans son ensemble. Et donc, le point peut-être à retenir, c'est simplement que la synthèse à laquelle on arrive en économie, c'est que, l'immigration n'est pas une charge pour l'économie. Ça ne veut pas dire que ça ne pose pas d'autres défis aux sociétés d'accueil, mais au moins sur la question économique, ce n'est pas une charge. Et que lorsqu'on regarde le marché du travail, on a plutôt des effets positifs qui sont démontrés. Lorsqu'on regarde le niveau de vie moyen, on a également un effet positif qui est démontré. Sur la question des finances publiques, ça dépend si on va prendre simplement la question comptable. Donc on va comparer les dépenses et les recettes à un instant donné. Dans ce cas-là, on va avoir plutôt effectivement, lorsque on ne partage pas les dépenses de défense et la charge d'intérêt de la dette, on va avoir plutôt des effets positifs de la migration. Sinon, lorsqu'on prend en considération l'ensemble de l'effet économique, on va aussi avoir un effet positif de l'immigration. Donc, comme vous aurez pu vous rendre compte, ce que mes recherches et celles de mes collègues démontrent, c'est que plutôt sur la question économique, on a des effets positifs de l'immigration sur l'économie dans son ensemble et que le focus qu'on peut faire sur une catégorie en particulier n'est pas nécessairement pertinent économiquement. Et ça ne me semble pas non plus pertinent humainement, parce qu'effectivement, stigmatiser les personnes qui ont besoin d'aide à un instant donné dans la société n'est pas nécessairement effectivement la meilleure approche. Merci beaucoup. Est-ce que l'un ou l'autre veut réagir? Je vois que vous... Non, je suis d'accord. Non, c'était juste aussi sur la partie aide publique au développement. On parle de l'économie des pays d'accueil, mais pour les pays de départ, c'est aussi extrêmement important. Et là, pareil, 2 chiffres, mais très rapides. Quand on prend la totalité des transferts de fonds des personnes migrantes vers leur pays de départ, on atteint en 2021 630 milliards de dollars qui ont été envoyés
dans leur pays de départ. En comparaison, l'aide publique au développement que les États membres du comité d'aide au développement de l'OCDE versent du coup aux pays et globalement, pour aller très vite, aux pays du Sud, c'est 185 milliards de dollars. Je veux dire, la manne financière que ça représente aussi politiquement pour le développement des pays de départ est énorme. Donc en fait, c'est bénéfique globalement pour les pays d'accueil, en tout cas c'est à traiter de cette manière-là, mais aussi pour les pays de départ, ça représente aussi quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps positif, parce que ça pose plein de questions aussi sur le départ dans les pays, des pays d'origine, mais par contre, il y a aussi ce volet-là économiquement à prendre en compte. Merci beaucoup. Je crois que Delphine Rouillot et puis... Je voulais juste vous proposer un autre exemple pour illustrer ce que vous disiez très bien. C'est la question de l'aide médicale d'État. Il y a eu tout un débat donc, pour savoir s'il fallait ou pas la supprimer, avec des prises de position très fermes de personnes qui expliquaient qu'il y avait des étrangers qui venaient en France pour bénéficier du système de soins. Et donc il fallait absolument supprimer l'AME pour faire un peu taire cet appel d'air. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe quand on supprime l'AME, on envoie des gens en réalité à l'hôpital alors qu'auparavant ils allaient chez le médecin de ville. On les amène à se faire soigner beaucoup plus tardivement que s'ils étaient soignés chez le médecin. Et donc en fait, les conséquences économiques mais financières, au-delà de la dimension même de la santé publique pour la santé des personnes, les conséquences de la suppression d'un dispositif qui est un dispositif en fait de prévention collective pour la société sont extrêmement négatives. Et donc là encore, on voit bien l'écart qu'il y a entre la simple perception politique qui pourrait conduire certains à décider de supprimer un dispositif qu'on estime trop généreux, et puis en réalité le rationnel économique qui amène à se dire bah oui, mais quelles que soient quelque part nos convictions personnelles, ouvrons les yeux et rendons-nous compte qu'on fait du tort à la société, en plus de faire du tort évidemment aux personnes concernées. Ikram Bouktan et puis Jérôme Valette. Rapidement sur l'aide publique au développement, puisque j'avais oublié de traiter la question, heureusement que Kenza était là. C'est juste pour compléter ce qu'a dit Kenza, c'est que simplement aussi, je voudrais souligner que c'est important de ne pas mettre à la même échelle l'aide au développement et les transferts des migrants. Les transferts des migrants, ce sont des revenus de travail. Ça veut dire que les immigrés qui sont présents en France, ils ont fait des sacrifices en matière de consommation pour partager une partie de leurs revenus pour les familles qui sont restées derrière eux dans le pays, pour financer l'éducation, pour financer la consommation. Et donc on démontre effectivement que ça réduit la pauvreté à l'échelle des familles, mais ce n'est pas nécessairement un vecteur de développement parce que c'est de l'argent qui va aux familles directement. Alors que l'aide au développement, c'est des aides à l'infrastructure, c'est l'aide pour investir dans des écoles. Et ça profite au-delà des familles des émigrés. Et donc c'est important effectivement de reconnaître l'importance de ces transferts des immigrés vers leurs familles qui sont restées derrière eux. Mais dans le même temps, c'est important de garder en tête qu'on ne va pas y arriver collectivement s'il n'y a pas plus d'aide au développement, si on ne contribue pas plus à des politiques de soutien de capacité, notamment en matière éducative, si on veut vraiment effectivement vivre dans un monde qui soit plus équilibré. Merci pour cette distinction et ce rappel, effectivement. Jérôme Valette. Non, je voulais juste rebondir sur un mot qu'a utilisé Delphine, donc de l'appel d'air, dont on a énormément entendu parler, notamment pendant les débats sur la loi migration. Donc, en tant qu'économiste, on a du mal à se projeter dans le futur, et je ne peux pas vous dire ce qui se passerait demain s'il y avait une régularisation massive d'immigrants en France. Ce qu'on peut faire, c'est quand même regarder ce qui a été fait ailleurs, et est-ce que cet appel d'air, il existe ? Parce qu'on en a entendu parler, on nous a dit, mais si on régularise avec les passeports talents, avec la disposition des métiers en tension, on va créer des appels d'air. En 2004, l'Espagne a régularisé 600 000 personnes. Donc, il n'y a pas eu d'appel d'air, il n'y a pas eu d'augmentation. Si vous prenez auparavant aux États-Unis, dans les années 80, 2,7 millions de régularisations, on n'a jamais observé ni de ralentissement, ni d'accélération des flux. Donc ce mythe de l'appel d'air, cette idée que les migrants choisiraient particulièrement, comme tu le disais tout à l'heure, des pays pour bénéficier de prestations sociales avantageuses, etc. Et donc, si on régularisait ou si on améliorait l'intégration, on aurait comme ça des vagues très importantes. Ce mythe, il est extrêmement faible et très très peu démontré dans les recherches. Alors, à rebours même de l'appel d'air, moi je me souviens de cette étude du Conseil d'analyse économique qui s'inquiétait du peu d'attractivité de la France. Ikram Bouktan, peut-être sur cette question, on est un pays vieillissant, on a besoin de forces vives. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Est-ce que vous partagez l'inquiétude, j'imagine, du CAE ? Pas spécifiquement, mais d'une manière un peu plus large, c'est qu'on ne peut pas avoir ce discours en France sur l'immigration et prétendre que peut être attractif effectivement pour les talents. Les talents se trouvent aussi en Afrique, ils se trouvent aussi en Asie. On ne cherche pas effectivement à attirer des Américains parce que les Américains, ils ont des meilleures perspectives en fait dans leur pays, dans leur continent. Et donc effectivement, si on veut être
se situer en fait sur ce marché du travail international où il faut attirer des compétences, à un moment donné, il faut se poser la question sur le discours et sur la perception d'un immigré, parce qu'effectivement, si vous êtes issu de l'immigration et que vous ressemblez à un immigré, que vous soyez effectivement Bac+10 spécialisé effectivement dans des techniques de pointe, que vous soyez effectivement venu en France pour simplement effectivement travailler dans la restauration ou pour les services à la personne, la façon dont vous êtes perçu et la façon dont vous êtes accueilli dans le pays compte pour vous. Et donc effectivement, notre politique d'attractivité, elle ne passe pas simplement par des symboles, par Welcome France ou par des discours, elle passe aussi également par le discours qu'on porte. On est un pays dans lequel on a favorisé le plus les étudiants internationaux, Kenza a cité les chiffres, et dans le même temps, dans le débat parlementaire qu'on a eu sur la loi immigration, on a commencé à parler d'une caution apposée pour les étudiants internationaux, alors que la question, bien sûr, du niveau de vie dans le pays d'accueil, elle se pose et que ça existe déjà, que les étudiants ils doivent justifier des moyens de subsistance avant d'arriver en France. Donc on voulait rajouter un argument supplémentaire parce qu'on a considéré que les étudiants internationaux n'étaient pas une bonne chose, qui était contradictoire avec la politique qui a été menée. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Et effectivement, pour être attractif, et si on veut attirer tous les talents, parce que les talents aussi se trouvent pour des métiers qui sont moins qualifiés, dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'on ait un discours plus cohérent. Pardon. Et que dit la loi pour un étudiant étranger qui a terminé ses études en France? Est-ce qu'il a le droit de rester en France ou pas? Parce qu'à un moment, ça avait été remis en question. Ça, effectivement, ça a été remis en question il y avait quelques années, mais en fait, sur les derniers temps, effectivement, les étudiants internationaux, ils disposent effectivement d'une possibilité d'avoir une autorisation provisoire de séjour qui leur donne le temps de chercher un emploi pour s'insérer sur le marché du travail, parce qu'on a pris conscience que c'était un petit peu idiot, excusez-moi le terme, de contribuer à former des étudiants internationaux dont le marché du travail français avait besoin et qu'on leur laissait même pas le temps de chercher un emploi et qu'on était pressé de les renvoyer chez eux. En fait, généralement, ils ne repartent pas chez eux, hein. Ils repartent dans un autre pays européen qui n'a pas payé collectivement les frais de la formation. Kenza Okancé sur la question étudiante notamment, et puis sur l'intégration. On va arriver maintenant sur, vous avez commencé à l'évoquer, l'enjeu de l'intégration des personnes immigrées. Non, mais tout a été dit sur enfin, je veux dire, là, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Ekram et ce qui a été dit. Sur le volet étudiant, on sortait de quelque chose où, en effet, on prend en charge une formation et on était vraiment pressé presque de les voir partir, d'en faire profiter d'autres pays potentiellement. Le souci ici, c'était que ce n'était pas de la volonté de l'étudiante et de l'étudiant. Et en fait, là, pour parler d'intégration, je vais revenir exactement sur ce qui a été présenté au tout début, en fait, sur le parcours d'intégration. Ce changement de statut permanent pour les personnes migrantes, mais pour les personnes et pour les universités. Il s'avère que je travaille dans une université en plus à côté, mais pour les employeurs, c'est un calvaire. Ça rend les choses extrêmement compliquées pour les personnes migrantes, pour les universités, pour les futurs employeurs, pour les préfectures, qui sont aujourd'hui totalement surchargées et dans l'incapacité de gérer ces situations, et ça crée un cercle vicieux. Donc en fait, globalement, cet enjeu d'intégration, pour passer rapidement à cette question, et je vais être assez rapide parce qu'on va beaucoup en parler, je pense, tous les quatre, et avec la salle après, le but c'est de penser ses parcours. Le but c'est de penser comment est-ce qu'on accompagne une personne migrante pour qu'elle puisse s'épanouir, pour qu'elle puisse apprendre, s'éduquer, contribuer, travailler, trouver tout cela. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui c'est un manque, clairement, au niveau des politiques françaises, enfin, clairement, c'est mon opinion, mais c'est un manque. Au niveau européen, on a voté un pacte sur l'asile et la migration en décembre dernier. On a parlé surtout contrôle des frontières, on a parlé sécurité, mais en fait, de quoi on n'a pas parlé? De l'intégration. On a totalement laissé de côté, encore une fois, ce volet-là, alors qu'on a beaucoup de débats, y compris dans la perception, de se dire est-ce qu'il y a des migrations qui sont plus faciles que d'autres à intégrer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des cultures, parce qu'on arrive très rapidement là-dessus, est-ce qu'il y a des cultures qui seraient plus facilement intégrables à nos sociétés européennes? Et là, ça part dans un débat qui n'est absolument plus scientifique. Et on s'est posé la question quand même au CESE dans le rapport. Et en fait, on a vu quelque chose très rapidement et honnêtement assez facilement. Il n'y a pas de problème de culture, il y a un problème de politique mise en place. Il y a eu des débats et on l'a vu dans la société. Pourquoi est-ce que ça a été si simple d'intégrer les Ukrainiens qui sont arrivés en Europe et pourquoi ce serait soi-disant si compliqué pour d'autres populations? Mais ce n'est pas un problème de culture. Enfin, excusez-moi, je pense qu'en France, nous n'avons pas la même culture que les Ukrainiens.
sur tout un tas de choses, et c'est pas un problème quand on n'a pas la même culture de toutes les autres personnes migrantes, particulièrement. Par contre, ce qu'on a fait, dans un cadre temporaire en effet qui n'est pas réplicable dans toutes les situations, c'était de dire que on allait faire en sorte de scolariser les enfants, on allait pouvoir trouver un travail, on allait trouver des logements et on allait les accompagner. Et en effet, surprise, dans ce cadre-là, ça a fonctionné. Les Ukrainiens se sont globalement bien intégrés, et même si ça s'est fait dans une clause temporaire, aujourd'hui, il y a des questions qui se posent, tout particulièrement en Allemagne, mais aussi en Ukraine, sur le fait de savoir si, à la fin de la guerre, les Ukrainiens vont repartir en Ukraine, justement parce qu'ils ont été accueillis et qu'on a mis en place les différentes politiques pour faire en sorte qu'ils soient pleinement intégrés à la vie de la société dans laquelle ils sont arrivés. Donc aujourd'hui, ce manque de... c'est vraiment cette non-réflexion autour de l'intégration par le travail, par l'éducation, par la santé, en fait, tous ces aspects-là de la sociabilisation, c'est quand même un gros impensé des politiques migratoires au niveau français et au niveau européen. Et c'est pour ça que je pense que c'est vers ça qu'il faut se tourner, plutôt que vers des questions qui sont en plus quasiment impossibles à répondre, de savoir quelle est une culture, est-ce qu'il y a une culture compatible avec une autre potentiellement, et quelles sont les différences de culture qu'on aimerait souvent même imaginer. Ikram Bouktan. En moins d'une minute, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voudrais vraiment rebondir sur ce que vient de dire Kenza, c'est qu'en Allemagne, on a étudié les parcours d'intégration des Syriens, et ça a été démontré que 5 ans après leur arrivée en Allemagne, alors que les Syriens, a priori, ils ont une distance culturelle plus importante par rapport aux Allemands, ont été mieux intégrés sur le marché du travail que les personnes qu'a accueilli l'Allemagne dans les années 90, qui venaient suite aux guerres de Bosnie. Le sujet, ce n'est pas une question de distance culturelle. Le sujet, c'est simplement lorsque l'Allemagne a accueilli les réfugiés venant pendant la guerre de Bosnie, elle était moins préparée en matière de politique d'intégration que lorsqu'elle a accueilli les Syriens. Et ce qu'on voit dans la différence d'intégration sur le marché du travail, c'est vraiment l'effort qui a été fait en matière d'intégration. Et donc ça dépend aussi, non pas simplement des personnes qui arrivent, ou de leur background, ou de leur culture, ou de leur niveau d'éducation, ça dépend également des politiques publiques qui sont mises en œuvre pour les accueillir. Merci beaucoup Delphine Rouillot. Et puis en ajoutant peut-être la dimension, comment est-ce qu'on peut améliorer la perception des immigrés ? Peut-être en fait vous dire quels sont pour nous les points de plaidoyer évidents pour améliorer l'intégration. En fait, ça a été dit de manière un peu implicite et sous-jacente là tout au long de la discussion. Nous, on plaide d'abord pour que les gens apprennent à parler français dès qu'ils arrivent sur le territoire. Ça peut paraître évident, et je pense que l'Allemagne le fait. En France, les associations comme France Terre d'Asile, on n'est pas censé accompagner les gens à l'apprentissage du français parce que les cours démarrent après l'obtention du titre de séjour. Sous-entendu, toute la période où on instruit la demande d'asile, comme potentiellement les gens doivent repartir, il ne faudrait quand même pas qu'on leur enseigne le français, des fois que ça leur donne envie de rester. C'est ça le raisonnement qui est tenu derrière, c'est l'idée de dire, si on enseigne trop vite le français, les gens ne voudront pas repartir. Voilà. Donc ça, c'est une évidence. On avait été tous consultés dans le cadre de la préparation du projet de loi, ça avait été une revendication portée par tous les acteurs associatifs, et il n'en est resté quasiment rien dans la loi. Deuxième sujet, c'est l'accès très tôt au marché du travail, mais je laisserai peut-être Jérôme en parler parce qu'il connaît ça mieux que moi, mais c'est une évidence. Les gens ont besoin de travailler vite et bien, et tout le temps qu'on attend, c'est du temps perdu. Le troisième sujet, c'est effectivement tous les freins administratifs qu'il faut lever. C'est aujourd'hui quasiment impossible pour un étranger d'ouvrir un compte en banque avant d'avoir un papier, des titres, enfin voilà, des papiers ou des titres de séjour extrêmement solides, etc. Donc des années sans compte en banque, c'est des années sans pouvoir avoir il y a plein de métiers qu'on ne peut pas exercer si on n'a pas un compte en banque, c'est des complexités pas possibles, l'accès au logement, j'en parle même pas. Donc en fait, c'est tout ça qu'on appelle une politique d'intégration. Vous avez donné l'exemple des Ukrainiens, il est à la fois très juste et en même temps, il est presque un peu agaçant, tellement c'est la feuille de route qu'il faudrait qu'on prenne tous entre les mains en se disant, ben voilà, cochons toutes les cases. L'accès au droit, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, la scolarisation, la langue, la santé. Voilà. Une fois qu'on aura fait tout ça, quelque part après, on pourra se poser des questions véritablement d'intégration républicaine, etc. Mais commençons par donner aux gens les clés et les outils de l'intégration plutôt que de partir du principe qu'ils ne sont pas susceptibles de s'intégrer dans la société. C'est un changement de philosophie et de regard qu'il faudrait parvenir à opérer.
Jérôme Valette. Non, effectivement, je vais rebondir sur ce qu'a dit Delphine, sur la possibilité notamment des demandeurs d'asile de travailler dès lors qu'ils déposent leur demande et dès lors qu'ils arrivent dans le pays de destination. On peut comparer les différents pays européens qui donnent un accès au marché du travail pour les demandeurs d'asile très différent. Vous avez des pays dans lesquels les demandeurs d'asile ont le droit de travailler directement dès qu'ils arrivent, et d'autres pays dans lesquels ils doivent attendre un peu plus longtemps, comme 6 mois en France par exemple. Et ça, donc, on a regardé l'impact que ça avait sur le retour à l'emploi. Une fois que ces barrières sont supprimées, une fois qu'enfin on laisse les demandeurs d'asile travailler, qu'est-ce qui se passe? Et on remarque que dans les pays où les demandeurs d'asile ont le droit de travailler directement, par rapport à ceux où il y a une barrière, lorsque cette barrière est levée, ils ont une probabilité 15% plus importante d'avoir un emploi. Donc autrement dit, lorsqu'on vous empêche de travailler quand vous arrivez, en fait on freine votre intégration, et il y a une pénalité durable à ça, qui est un retour à l'emploi qui est beaucoup plus tardif et des pénalités qui durent dans le temps. Donc si vous voulez, il y a vraiment un intérêt, surtout dans le cas de demandeurs d'asile dont on sait par expérience, parce qu'on a les chiffres sur leur pays d'origine, que la plupart finalement vont obtenir le statut de réfugié à la fin. Il n'y a aucun argument économique, j'entends bien économique, pour laisser ces gens-là hors du marché de l'emploi. Et ça, c'est un peu une façon, mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, je crois, c'est un peu une façon de renverser la focale, d'arrêter de voir l'intégration comme quelque chose qui doit être dès l'arrivée des immigrés, on doit parler français dès qu'on arrive, et pas comme la finalité d'un processus d'intégration. Je finis avec une petite remarque sur ça. La naturalisation, l'obtention de la nationalité française, c'est souvent vu comme une récompense, l'aboutissement ultime de la trajectoire d'un immigré, de son intégration. Or, toutes les études qui s'intéressent à ce sujet le montrent, la naturalisation, l'obtention de la nationalité française en soi est déjà un vecteur d'intégration, favorise très fortement, accélère très fortement l'intégration sur le marché du travail. Donc il faut peut-être collectivement qu'on repense cet argument-là, de se dire que finalement la naturalisation ou d'autres mesures sont finalement des récompenses, et plutôt les mettre en place bien en avant pour accélérer l'intégration des immigrés. Merci beaucoup. J'entends que la non-intégration, finalement, est un coût. Il y a un coût de la non-intégration à la fois pour les personnes et puis, du coup, collectivement. Merci de redire Exactement. ça. Juste pour donner un chiffre, sur la crise des réfugiés, donc qu'on appelle crise des réfugiés de 2015, l'impact de ne pas l'avoir laissé dans les différents pays européens travailler les demandeurs d'asile dès leur arrivée est évalué à 38 milliards d'euros. Donc c'est des pertes énormes. Merci beaucoup. Alors l'heure tourne. Je vous propose, voilà, je vois que des mains commencent à se lever. Il y a un micro qui doit circuler. Si vous pouvez vous manifester, voilà. N'hésitez pas même à vous lever parce qu'il doit y avoir un micro en promenade. Voilà, ça y est, il y a un monsieur devant moi, en face de moi qui... Ah pardon. On va les prendre 3 par 3 si possible. Est-ce que plusieurs micros peuvent circuler? Allez-y, monsieur. Oui, alors moi je voudrais poser la question que dans la grande catégorie des immigrés, il n'y aurait pas une inégalité entre différentes catégories d'immigrés. Il y aurait des immigrés de première classe et des immigrés... Vous avez parlé d'Américains tout à l'heure. Alors moi, j'ai passé 10 ans de ma vie avec une personne immigrée, une immigrée américaine. Et je peux vous dire que je l'ai accompagné tous les ans pour faire ses demandes de visa. Et je l'ai aidé à obtenir un visa de 10 ans. Bon. Mais alors, ce qui est très frappant, c'est que quand on va à la préfecture, de mémoire, il y a deux fils. Il me semble qu'il y a une catégorie où les immigrés, c'est vraiment les rois du pétrole, c'est les Algériens musulmans. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, je crois, des facilités particulières. Parce que moi j'ai des souvenirs de crise de larmes, si vous voulez, de cette personne, parce qu'en fait, les fonctionnaires en charge des immigrés dans les préfectures sont eux-mêmes... il y a un favoritisme qui me paraît évident. Deuxièmement, j'ai fréquenté des Arabes chrétiens, en particulier dans mon immeuble, le petit arabe du coin, c'était un Égyptien copte de religion chrétienne. Donc lui, il se faisait racketter par les petits maghrébins musulmans. Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Non, mais ma question, c'est quid de l'inégalité à l'intérieur? Il y aurait des immigrés de première classe et des immigrés de deuxième classe. Merci. Je note la question juste pour qu'on puisse en poser plusieurs. Alors, peut-être que le micro peut circuler et puis de répondre à cette première question. Voilà, merci d'être concis. Merci de rester dans le calme, s'il vous plaît, pour qu'on... Ah bah, il y en a une. De manière juste synthétique. S'il vous plaît. Vous avez... S'il vous plaît, merci. De manière synthétique, vous avez parlé dans les causes de migration, vous avez parlé des causes géopolitiques, vous avez parlé de causes économiques. Est-ce que vous pouvez également nous parler de
des causes naturelles, et notamment je pense au réchauffement climatique. Est-ce que ça va avoir un impact ou pas dans nos sociétés européennes? Merci. Alors il y a une personne aussi, vous pouvez peut-être commencer à répondre l'un ou l'autre aux deux premières questions. Je vais peut-être répondre rapidement à la première question. J'espère que j'ai bien saisi la... Donc, si je reformule rapidement, c'est que la question se porte effectivement sur l'inégalité de traitement qui pourrait exister dans les institutions et notamment en préfecture entre les différentes catégories d'immigrés. Cette inégalité de traitement, elle a été instaurée notamment selon la nature des titres. Donc, effectivement, les immigrés qui arrivent, les étudiants, il y a un bureau spécifique pour les étudiants. Pour les travailleurs, il y a des bureaux qui sont spécifiques et du coup, ça a permis effectivement de désengranger un petit peu les préfectures pour certaines catégories d'immigrés. Je ne pense pas effectivement qu'il y a une distinction selon les nationalités, mais bon, vous avez un exemple, malheureusement, effectivement, un exemple, c'est peut-être effectivement un cas ou deux, c'est un cas particulier, mais je ne pense pas que c'est représentatif effectivement du traitement des 300 000 titres de séjour qui sont traités en moyenne par préfecture. La deuxième question est peut-être une question d'intégration et des relations entre les communautés d'émigrés qui vivent effectivement, qui ne sont peut-être pas exactement venant du même milieu culturel. Bien sûr que l'intégration est un défi à la fois entre communautés d'immigrés et entre communautés immigrées et le reste de la société. Et c'est la façon effectivement dont fonctionne notre société civile qui va faire effectivement que les rapports vont être apaisés et que cette intégration peut être réussie. Merci Jérôme Valette. Je vais répondre sur la question très intéressante de l'impact du changement climatique et de l'augmentation de l'occurrence des chocs climatiques sur les migrations internationales. Ce que montre la recherche, et ça va peut-être probablement vous surprendre, c'est que probablement le changement climatique va réduire les migrations. Pourquoi ? Parce que dans les pays en développement et dans les pays notamment agricoles, en fait, le changement climatique, c'est une perte de revenus. C'est-à-dire que vous avez des terres qui sont moins fertiles, des précipitations qui peuvent être moins importantes à certains endroits. Et migrer, pour quelqu'un qui vient d'un pays en développement, ça coûte extrêmement cher. Et donc ce qu'on remarque lorsqu'on regarde quand il y a eu des chocs climatiques dans le passé à certains endroits, oui, parfois, quand il y a des chocs extrêmes, il y a des déplacements de population, mais la plupart du temps, c'est plutôt une restriction, une diminution des déplacements parce qu'il y a un impact très fort sur la pauvreté. Et quand on observe des migrations, elles ne sont pas internationales, elles sont régionales. Donc on s'attend à ce que, effectivement, si le changement climatique détériore de manière très très forte les sols, les précipitations, les rendements agricoles, on s'attend à des mouvements de population, mais ce qu'on remarque par le passé, c'est que c'est surtout des mouvements de population qui sont internes et la plupart du temps de zones rurales vers des zones urbaines. Peut-être rapidement Delphine Rouillot sur les questions des inégalités ou de traitement entre guillemets ou de... Non, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit. Franchement, ça. Merci. Et par contre, je valide complètement. Pour revenir à la question de la représentation, les migrants migrent dans leur propre pays ou dans les pays de proximité. Donc on n'attend pas du tout à ce que le changement climatique entraîne des arrivées plus significatives en Europe. Ça fait partie de ces représentations qui sont sans doute très, très largement erronées ou en tout cas partiellement à rediscuter dans quelques années, quoi. Juste pour ajouter un mot, simplement, par contre, il est extrêmement important que les pays développants soient aussi exposés que les pays développés au choc climatique, ils le sont encore plus. Et que si nous, on a les moyens de mettre en place des politiques d'atténuation et de lutter effectivement contre les conséquences à court terme du changement climatique, ce n'est pas le cas dans les pays en développement. Et donc, au-delà de ces peurs, il faut quand même, je reviens sur le point que j'ai soulevé tout à l'heure, sur la politique de coopération, et qu'il faut absolument mettre en œuvre les accords de Paris et notamment les aides qui sont prévues pour les pays en développement pour qu'eux aussi ils engagent la transition écologique parce qu'effectivement on sera gagnant collectivement. Indépendamment de la question de la migration, ça permet de protéger les populations et éviter qu'elles soient des déplacés forcés. Merci beaucoup. Alors il nous reste 5 minutes. Oui, merci. Je voudrais apporter un témoignage sur ma participation il y a quelques mois au congrès de la CGPME, les moyennes entreprises. Leur préoccupation principale, ce n'est pas la fiscalité ou les réglementations, c'est le manque de main-d'œuvre, et en particulier lié au vieillissement de la population. Et c'est aussi vrai pour le public que pour le privé. Hein. On a besoin d'ingénieurs, mais on a aussi besoin de médecins. On a besoin de plongeurs, mais on a aussi besoin d'aides-soignants. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont assez absents du débat public. Hein. Ils marchent sur des œufs. Donc, ma question, ou plutôt mon interpellation, elle est un peu polémique, mais dans le bon sens, j'espère.
on a un plateau tout à fait remarquable, mais vous êtes chercheur ou ONG, et il n'y a pas les gens qui ont vraiment envie et besoin de l'immigration. Ces gens-là, est-ce que vous avez cherché à les faire venir? Est-ce qu'on peut leur faire prendre la parole pour dire oui, l'économie française, nous, patrons, on a besoin d'immigrés? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la position de la CPME sur ce sujet? La CPME, si vous leur demandez dans le confessionnal, ils vous disent immigration à 100%, et si vous leur demandez dans le débat public, ils se taisent. C'est comme ça que je l'interprète moi, mais peut-être vous avez un avis différent. Ikram Boubtan. Bon, c'est entendu. Je pense que je ne représente pas PSE, mais je suis aussi à mon titre PSE. On veillera la prochaine fois qu'en plus de représenter chercheurs et institutions, aussi écouter les entreprises. À titre individuel, j'ai participé il n'y a pas très longtemps aux assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et j'ai eu exactement le même discours. Simplement, la recherche à PSE discute aussi avec le patronat et on discute énormément sur ces questions de main-d'œuvre parce que c'est ça aussi qui nous inspire dans notre recherche. Mais pour la prochaine table ronde, je glisserai le mot à notre extraordinaire organisatrice de la table ronde où on veillera à ce qu'on ait le côté aussi entreprise qui soit représenté. Et peut-être que vous, en interne, convainquez, si vous êtes membre de la CPME, de s'exprimer publiquement sur le sujet. Kenza Okansé. Très très rapidement, c'est pas pour de l'autopromo, mais pour le coup, l'avis dont je parlais, dont j'ai été co-rapporteur, en fait, j'en ai été co-rapporteur au nom d'une commission du Conseil économique, social et environnemental, où les entreprises sont très largement représentées. Mais pour dire que voilà, les travaux que j'ai cités quand on parlait des travaux qu'on a fait, et heureusement, et ça aurait pu être mon mot de conclusion, mais comme ça ira plus vite tout à l'heure, en fait, le but notamment de cette question, c'est ça, c'est de faire tous ensemble. C'est de faire avec les chercheurs, avec ceux qui travaillent sur ces questions-là, de faire avec les ONG, avec les associations qui sont en contact direct en permanence tous les jours, mais aussi avec le monde de l'entreprise, avec l'administration, en fait, parce qu'on est tous en contact avec l'immigration de fait en France. Donc, en tout cas, au CESE, c'est aussi le but. C'est l'endroit où, justement, les entreprises, les associations, les syndicalistes et les ONG peuvent travailler ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de porter. Donc, évidemment, tout cela et toutes les améliorations qu'il faut amener dans la société ne peuvent pas se faire sans l'ensemble de la société civile organisée. Alors, on peut prendre une dernière question et la réponse sera ultra rapide. Je vais faire vite. Pourquoi, selon vous, il y a eu une différence marquante entre la question des immigrés syriens et celle des immigrés ukrainiens, donc en France? Merci. C'est une très bonne question. Excellente. Moi, je vais vous répondre très franchement. Je pense qu'il y a une forme de représentation xénophobe qui existe à certains moments. Je sais que le mot fait un peu peur, mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire que l'activation, les Ukrainiens ont été protégés par l'activation au niveau européen de la directive sur la protection temporaire. C'est un instrument juridique, je ne rentre pas dans le débat, mais qui, grosso modo, a permis de leur apporter toute une série de droits qu'on n'avait pas activés pour les Syriens, qu'on n'a pas activés pour les Afghans qui sont arrivés, et qu'on n'activera sans doute plus jamais. Parce que les Ukrainiens, en réalité, ont été considérés par les dirigeants européens comme des quasi-européens, et donc comme des gens à protéger. Et ça, à part admettre collectivement qu'il y a eu une différence de traitement qui tient à des représentations de ce que l'on pense être effectivement le niveau de qualification, les raisons pour lesquelles les gens viennent, les origines, les différences culturelles. Moi, je n'ai pas d'autre explication que celle-là. Et en tout cas, je pense que les autres explications qui peuvent être formulées ne sont pas exemptes de sous-entendus. Voilà. Merci. Ikram Boubtan, et puis on rapidement, va faire un mot et de ça la sera fin. mon mot de conclusion, comme ça on gagnera du temps. Pour compléter ce que vient de dire Delphine, l'autre élément aussi en fait, l'autre enseignement qu'on peut tirer effectivement de l'accueil des Ukrainiens, c'est que pour une fois, l'ensemble des pays européens étaient d'accord pour mettre en place la protection temporaire. La Commission européenne aussi était dans la proposer et ça a fonctionné, et la société civile s'est mobilisée. Et donc là, ça révèle aussi que la principale difficulté qui est posée pour la question migratoire, c'est la question de la coordination, c'est la question de la mise en œuvre d'une politique. Et on le voit dans les différents accords qui sont négociés. Et là, on a un exemple, et sur ça, je vais conclure sur ça, c'est qu'on peut y arriver, c'est que lorsqu'on peut se mettre d'accord, malgré des intérêts divergents entre les pays européens,
sur la question migratoire. Et lorsqu'on le fait, ça marche. On peut mettre en œuvre une politique qui soit efficace et humainement acceptable. Kenza Oukansé ou Jérôme Valette pour le mot de la fin. Juste pour le mot de la fin, mais ça fait référence à ce qu'on a déjà dit. La table ronde s'appelle « Quelle politique migratoire en Europe ?» Donc sans S à quelle politique. Je crois qu'il faut qu'on arrête de mettre tout ensemble et qu'on parle de politique migratoire avec un S, avec différentes politiques migratoires. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'immigration zéro si on parle d'étudiants, si on parle de réfugiés, si on migration humanitaire ou d'immigration de travail. Toutes ces migrations-là sont différentes, répondent à des objectifs différents. Et ce qui, je crois, qui nous manque en France, c'est une vraie stratégie de migration, comme peuvent l'avoir par exemple les États-Unis. On parle toujours de l'écart grandissant de l'Europe avec les États-Unis d'un point de vue économique. Mais ce qui se passe aux États-Unis en termes d'attrait, des talents, de visas spécifiques, etc. Aux États-Unis, vous avez 13%, 14% d'immigrés, et vous avez pourtant 30% des brevets qui sont déposés par des immigrés, 25% des entreprises qui sont créées par des immigrés. Et ça, en France, on va complètement s'en passer si on commence à tout mélanger et à parler d'immigration zéro pour des raisons qui sont pas bien comprises. Donc je crois que la priorité, c'est qu'on arrête de parler d'une politique migratoire commune avec tout le monde dedans, qu'on rationalise un peu tout ça et qu'on ait une politique ambitieuse parce que la France a les moyens d'attirer, comme le disait Ekram tout à l'heure, des talents, des innovateurs, etc., qui ont des contributions à l'économie qui sont énormes. Le mot de la fin pour vous. Rapidement, non, je ne vais pas répéter ce qui a été dit parce que je m'inscris totalement dans toutes les dernières interventions d'Ekram, de Delphine et de Jérôme. Mais j'ai envie de dire, voilà, pour venir, en fait, il faut être exigeant, je pense, avec nous-mêmes, avec nos dirigeants. Il ne faut pas se laisser avoir par ce qui peut être dit, par ce qui peut être raconté sur la migration. Il faut chercher, il faut comprendre ce qu'est réellement la migration en France, en Europe, dépasser ces stades-là. Et même si je m'inscris totalement dans tout ce qu'a dit Delphine sur la situation, notamment ukrainienne, avec les autres migrations, au moins pour finir sur quelque chose de positif, et ça, Ekram l'a dit, on l'a fait. On a réussi à prouver une fois qu'on a pu intégrer des millions de personnes rapidement au niveau européen. Donc, n'oublions pas pourquoi on ne l'a pas fait avant, mais par contre, partons de là, soyons exigeants et ça prouvera qu'on sera capable de le faire. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. J'aimerais juste en fait aussi qu'on applaudisse Anne-Célia qui a en fait conçu cette table ronde et la remercier pour l'invitation. Je pense que je fais ça au nom de tous.